par rencontrer deux personnages clés de la fin de Rambouillet, et qui ont été, c'est eux qui ont mis en œuvre le basculement au fond de la France qui soutenait Rugova jusqu'au dernier moment, et à cause de la pression américaine et de Madeleine Albright en particulier, il y a eu un basculement. La France s'est rendue compte, a accepté, parce que la France était dans une double contrainte. Chirac était parfaitement persuadé qu'il aurait mieux fallu ne pas y aller pour avoir une politique indépendante, une politique dans la tradition gaulliste, et en même temps il cherchait à s'intégrer un peu plus dans l'OTAN, hein, et cherchait à avoir notamment le poste de Naples pour toute la Méditerranée, le poste de l'OTAN, et donc il y a ça, on le voit dans ses notes. On voit bien qu'il a essayé jusqu'au dernier moment, jusqu'au dernier jour, il a essayé en dialoguant avec Boris Yeltsin, en envoyant quelqu'un voir Milosevic, enfin par plein de choses, et puis à un moment donné, il bascule, parce que manifestement, il estime que c'est plus important de suivre Washington, quels que soient les inconvénients pour l'image de la politique française. Et à ce moment-là, donc, la France n'a pas été préparée, n'est pas comme les États-Unis qui depuis des mois travaillent avec Hachi et tous les gens de l'Usheka. Donc il faut y aller vite, parce qu'ils vont se trouver complètement démunis, n'ayant rien, les services secrets n'étant dans l'incapacité de leur faire remonter du renseignement important, puisqu'ils savent qu'il va y avoir la guerre. Et donc la guerre sans renseignement, c'est quand même très compliqué. Et donc, à ce moment-là, c'est les deux personnes qui sont les personnages clés pour comprendre et pour approcher Achille Tachi. C'est donc Arnaud Danjean, dont on a parlé tout à l'heure, et un autre qui s'appelle Jean-Hervé Lorenzi, que j'ai rencontré, et j'ai rencontré d'autres gens du service secret qui ont été totalement dans le système, qui ont été même jusqu'à, qui ont fait de l'action sur place, qui donnaient du renseignement pour les avions qui étaient au Kosovo, et qui donnaient du renseignement par Inmarsat, par tous les systèmes de communication modernes. Et ces gens-là, c'est eux qui ont monté les gardes du corps, tout le système de protection d'Achille Tachi. Et donc je raconte toute l'histoire, comment on a fait sortir les gens de l'entourage d'Achille Tachi pour qu'ils aillent jusqu'à côté d'Orléans, faire leur entraînement pour revenir sur Achille Tachi. Et donc ces deux personnages clés, Lorenzi et Danjean, qui aujourd'hui encore sont pas idolâtrent pas, mais pas loin, Achille Tachi, disent que c'est leur ami, que c'est tout ça, et donc ne veulent pas du tout entendre ce dont je vais parler maintenant, c'est-à-dire le problème du trafic d'organes. Donc j'ai essayé de montrer ce que la France a fait à ce moment-là, les hésitations. Il est évident que Lionel Jospin était plus allant que Chirac. Chirac freinait plus. Jospin, dans une tradition plus atlantiste, fonçait, et c'est lui qui a fait cette phrase « c'est pas une guerre, ce sont des choses pour les valeurs », je ne sais pas quoi. Enfin, c'était une phrase absolument terrible, du même ordre que Tony Blair ou Václav Havel, qui ont estimé que c'était pas une guerre. 78 jours de bombardement, c'était pas une guerre. Et donc, ce que j'ai essayé de montrer, c'est donc les contradictions internes à l'intérieur de l'appareil français, et qui a donné quoi? Il y avait d'un côté Hogarth, puis après d'ailleurs des gendarmes qui prenaient stricto sensu les instructions d'impartialité, plus des gens, des militaires qui avaient dans la tête quand même ce que leurs parents leur avaient dit, ou militaires sur la tradition proserbe, qui se retrouvaient face à des gens de la DGSE, et il n'est pas impossible d'imaginer que les deux, à un moment donné, aient plus, en tout cas que les gens des forces spéciales, reçoivent des balles, des obus, je crois, qui étaient donnés par un autre côté de la France. Donc c'est tout ça que j'essaie
j'essaie de montrer. Et puis la ligne rouge de tout ça pour essayer de marquer, puisque les Américains, donc ce que je montre, mais c'est pas un scoop, hein, c'est à quel point le rôle des Américains est tout puissant dans cette affaire, donc ils ont voulu redessiner dans l'après chute du mur de Berlin toute la carte donc des Balkans, c'est pas Bouche qui fait la liaison entre l'ancienne URSS et l'Occident, qu'il fallait s'implanter là pour des raisons économiques, stratégiques, etc. Vous connaissez tous l'existence du camp de Bondsteel, qui est complètement disproportionné, c'est-à-dire qu'ils ont fait une base où il y a 7 à 8 000, il y avait 7 à 8 000 militaires, ça n'avait aucun sens par rapport à ce petit bout d'ex-Serbie du Kosovo. Ça n'avait aucun sens, sauf de l'imaginer dans une stratégie beaucoup plus américaine de reconquête de l'hyperpuissance qui se réinstalle dans les Balkans, qui d'abord a fait éclater tout ça, je suis désolé de vous dire ça parce que vous le savez tous, hein, l'éclatement de la Yougoslavie et tout ça se terminant sur le Kosovo. Mais mon fil rouge, pour essayer parce que c'est en plus la vérité, mais ça a impressionné, c'est-à-dire que tout le monde savait que Hashim Thaçi et tout son entourage étaient des gens qui ont plaqué l'organisation du crime organisé sur l'organisation politique. Et que ceux qui ont pris la main sur le Kosovo étaient en fait des chefs de gang, des chefs mafieux. Et tous ceux qui étaient en position de savoir le savaient, hein, l'ont su. Mais ils étaient dans une autre logique, une logique géopolitique, une logique où ceux qui pourtant essaient de prôner l'importance des droits de l'homme, dans cette affaire-là, les droits de l'homme, on les a oubliés, mais ils les ont oubliés à condition, ils ont réussi à faire une désinformation telle que les droits de l'homme étaient, les coups contre les droits de l'homme, c'était que d'un côté, c'est-à-dire que tout a été caché sur ce qu'ont fait les Kosovars, surtout dans la période qui est après Kumanovo, hein, avec ce point, un des points cultes, donc la période juste après où il y a une épuration énorme, sans doute 500 000 Serbes, même si une partie est revenue, et puis la deuxième qui est mars 2004, où un certain nombre de gens de Ljušćika, estimant que la MINUC n'était pas assez conciliant avec eux, ont décidé donc de refaire une chasse à l'homme, qui a été une chasse à l'homme pour les gens que j'ai vus, qui était presque aussi forte, dans leur tête, presque aussi forte que ce qui s'était passé en 99. Mais donc mon fil rouge, en fait, a été le trafic d'organes. Donc en reprenant, puisque c'était dès l'entrée, j'avais évidemment ce qu'avait dit Carla Del Ponte, puis Dick Marty. Et donc j'ai été voir à 2 reprises, plus une correspondance, avec Bruno Vekarić, qui était le procureur adjoint à Belgrade, chargé donc du trafic d'organes. Et donc l'instruction menée à Belgrade était la conséquence directe du livre La Traque de Carla Del Ponte. Et donc c'était commencé avant Dick Marty, mais il y a eu une collaboration entre Bruno Vekarić et Dick Marty. Donc j'ai pu voir longuement à 2 reprises Vekarić qui m'a raconté toute l'histoire du trafic d'organes, qui est donc ce que j'ai dit mon fil rouge. Et je commence mon livre par quelque chose d'horrible. Il y a des gens qui n'ont pas... D'horrible, absolument horrible. Des gens même qui n'ont pas été plus loin, tellement c'était violent, mais il m'a semblé que fallait être violent pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière toute cette histoire. C'est le témoin numéro 1 de Bruno Vekarić, qui était de Ljušćika, qui était un médecin de Ljušćika, et qui s'est retrouvé à ouvrir un cœur et à sortir un cœur qui palpitait encore
Donc j'ai son témoignage qui était passé sur la télévision serbe, mais que Vekaric m'avait aussi en partie donné. Donc voilà, ça a été mon fil rouge parce que ça marque tellement.